Ça m'étonnerait que... on verra le débat en anglais, mais on va parler pour les francophones qui vont fêter en fin de semaine. Il risque d'y avoir plus de discussions de hockey que de discussions sur les points qui ont été comptés, les buts auto-infligés ou pas au débat des chefs d'hier soir. Effectivement. Parce que dans les faits... oui, parce que dans les faits, il n'y a pas eu de grand gagnant, puis il n'y a pas eu de grand perdant, puis il n'y a pas eu de raison d'entretenir la conversation autour du jambon ou de la dinde, ou ce que vous mangez dans le temps de Pâques. Ceux qui s'étaient déjà fait une idée vont probablement garder cette idée-là. Je n'ai pas l'impression que ça va évoluer énormément au cours des prochains jours. Tout le monde, hier, a eu des bons moments. C'est pas que quelqu'un a eu une terriblement mauvaise soirée. À des degrés différents, là, M. Singh pouvait sembler, effectivement, à un moment donné, complètement hors sujet avec son insistance sur le financement de la santé. C'est un sujet qui relève essentiellement des gouvernements provinciaux et il semblait assez indigné que ce ne soit pas une pièce maîtresse du débat. Mais autrement, tout le monde a joué son jeu. Pierre Poilievre, qui est arrivé avec... il avait recouvert ses coudes pointus, habituellement, pour pas envoyer les gens dans la bande. Je pense que la stratégie de M. Poilievre, en gros, c'était qu'il voulait ne pas donner de raison aux électeurs du Bloc ou du NPD qui ont déserté leur parti par crainte de Donald Trump, mais aussi par crainte de Pierre Poilievre, premier ministre, pas leur donner des raisons supplémentaires d'aller se réfugier chez les libéraux en ayant l'air du gros méchant. Mais ça veut dire quand même que sa performance solide était quand même effacée. Mais pensez-y, là, on ne se présente pas à un débat des chefs au jour 20 de la campagne électorale avec une page blanche. Tout le monde écrit ses notes et là, il y a un premier de classe qui va se distinguer. On est arrivé hier soir avec un premier de classe. Mark Carney, ça paraît dans tous les sondages. L'idée, c'était de parvenir à le rejoindre et en passant, lui faire quelques égratignures, ça ne s'est pas produit. J'ai noté ce matin plusieurs textes d'analyse qui parlent de son français, mais et Daniel et moi, on a reçu des courriels toute la soirée de gens qui disaient « il est bien meilleur qu'on pensait » ou « il s'est beaucoup amélioré ». C'est ça qui arrive quand les attentes sont basses. Depuis le début, on a l'impression qu'il y a un capital de sympathie à l'endroit de son français. Plein de gens qui sont... Puis c'est anecdotique, mais c'est de moins en moins... Il y a tellement de courriels de gens qui nous arrêtent sur la rue. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a arrêté en disant « Non, mais il est bon, son français. Il est meilleur qu'il l'était en début de campagne. » Alors, quand il s'est pointé hier, la barre était là. Il a rempli la commande, ou à peu près. Puis sur ce que Chantal disait, effectivement, premier de classe, lui, son but, c'était de ne pas se retrouver à se faire traîner dans une bagarre de ruelle où il allait se faire écorcher. Puis il a réussi à le faire. Par moments, j'avais l'impression que ça il tentait de répondre un petit peu plus, puis ça retenait. Le langage non-verbal me donnait l'impression parfois d'un bonhomme qui voulait se lancer dans la mêlée, puis il s'est retenu, puis ça a été payant. Oui, moi, j'avais l'impression, à regarder ce débat-là, que j'ai passé la soirée à regarder des gens donner des coups de poing dans un matelas. C'est pas qu'ils donnaient mal leur coup de poing, mais que c'est que le coup de poing dans le matelas, ça résonne pas. Et le consensus des observateurs, ça veut pas dire qu'on a raison, mais c'est néanmoins un consensus extraordinairement large qui dit oui, un tel s'est bien débrouillé ou un tel a fait ci, mais à la fin, Mark Carney est sorti de là, il garde sa mise et ça ne devrait pas normalement changer le cours de la campagne électorale, ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle pour les trois autres. Bon, il a adopté une posture défensive. Moi, j'aime bien l'image qu'utilise Guillaume Saint-Pierre, d'autant plus qu'on n'arrête pas de parler de hockey. Il dit que Mark Carney a joué la trappe. Bon, alors effectivement, puis on en a vu des équipes de hockey gagner en jouant la trappe. Tous les premiers ministres jouent la trappe quand ils sont en débat au moment d'une campagne électorale. J'en ai jamais vu un qui faisait autre chose que ça. Parfois, il joue moins bien. Hier, c'était assez réussi. Mark Carney, vous l'avez vu sur la glace, il avait fait une pratique avec les Oilers. Edmonton. Je pense, ouais. Bon, alors, mais c'est comment? Mais il reste qu'on aurait pu quand même être un peu plus, comment dire, là, peut-être percutant là, du côté des adversaires. On n'a pas insisté sur les paradis fiscaux. On n'a pas tenté de le coincer du côté d'Yves-François Blanchet avec la loi 21, la loi 96. Je veux dire, je dis pas qu'on y a fait la vie facile, là, mais ça aurait pu être plus difficile. J'ai l'impression que les sujets qui ont déjà été amenés sur la
campagne sur le terrain électoral puis qui n'ont pas fonctionné. Puis là, hier, tout le monde a décidé d'adopter une posture différente ou d'aller vers d'autres thèmes ou d'autres sujets. Puis quelque part, est-ce que ça aurait été plus efficace? Peut-être. Peut-être qu'on aurait pu ouvrir cette porte-là. Débat en anglais ce soir, je ne serais pas surpris que Brookfield ressorte parce qu'il y a peut-être plus de minage à faire là-dessus en anglais dans un débat où tout le monde va s'exprimer vraisemblablement plus rapidement puis avec plus de vivacité. Monsieur Blanchette, hier, il a quand même essayé de l'amener sur son terrain un petit peu puis d'expliquer aux Québécois qu'il représentait, M. Carney, une espèce de risque pour leurs intérêts. Je ne sais pas si ça a porté aussi bien que ce qu'il aurait souhaité que ça fonctionne. Je ne sais pas s'il l'a amené là où il voulait. J'ai pas eu l'impression qu'au final, il avait réussi à faire atterrir son idée comme il avait l'intention de le faire. L'histoire de Brookfield, ça a été exploré, réexploré. Ils ont tous des chiffres qui montrent, puis on les voit, les chiffres, nous aussi d'ailleurs, que ça n'a pas eu d'impact. D'autre part, même au débat en anglais, j'ai vu un reportage cette semaine qui montrait qu'il y a 6 ou 7 candidats, dont certains de premier plan conservateurs, qui avaient investi avec Brookfield au fil des dernières années. Oui, la co-chef. Alors, on est quand même sur un terrain glissant, mais la vérité, c'est que l'électeur ne regardait pas le débat pour entendre parler de ce dont on lui a parlé depuis le début de la campagne. Si c'est un problème pour un électeur, le passé récent de M. Carney, bien, ça l'est déjà. On l'aurait vu d'avant dans les sondages. Et si ça ne l'est pas, ça ne le sera pas. C'est à peu près ça. OK, donc c'est pas l'occasion de tenter pour un adversaire d'imposer un thème qu'on n'a pas réussi à imposer précédemment dans des contextes quand même plus difficiles, là, des points de presse, des mailés de presse. Là, on a quand même un peu plus de temps là, pour marteler un sujet. On n'a pas tant de temps que ça à 4. Ouais. Non, ça, c'est une illusion. Là où on avait beaucoup de temps, et à mon avis, à moi, c'est plus porteur dans une élection pour les gens qui s'informent. C'était 5 chefs et une élection. Mais dans un débat où on est 4 et où on ne sait pas qui va venir de quel côté de la glace, on l'a vu, M. Singh, à un moment donné, il était plus là pour défaire Pierre Poilievre que pour s'en prendre à Mark Carney. Ça, c'était sur ma liste aussi de questions. Puis la question de Brookfield, là, ça a donné lieu à de nombreux points de presse dans le foyer de la Chambre des communes, dans le cadre de la campagne électorale, où là, il y avait beaucoup de temps du côté des conservateurs pour exploiter ces failles-là puis ces questions-là. Puis clairement, ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas si on se fie au sondage qu'on voit aujourd'hui encore. Donc, pourquoi insister en débat? C'est pas le moment. Bon, effectivement, sur Jack Singh qui attaque Pierre Poilievre, alors qu'on sait qu'effectivement, une partie de ses électeurs sont partis plutôt du côté libéral. Si j'avais passé les 6 derniers mois, vous traitez de malhonnête, probablement que j'aurais de la misère si vous étiez à côté de moi dans un débat à ne pas vous voir et pas avoir envie de vous tirer dessus à boulet rouge. Entendons-nous. M. Poilievre a tout fait pour brûler ses ponts avec Yves-François Blanchet et Jack Singh, mais de façon extraordinairement personnelle. 2, il n'y a pas beaucoup de néo-démocrates dans ceux qui restent et qui appuient le NPD qui voulaient voir M. Singh faire équipe avec M. Poilievre contre Mark Carney hier. C'est encore plus toxique pour le chef du NPD d'avoir l'air d'être copain-copain avec un chef conservateur comme Pierre Poilievre que de faire ce qu'il a fait hier soir, qui était « Moi, je suis capable de tenir tête à Pierre Poilievre, n'ayez pas peur, si jamais il est élu, je serai là pour défendre vos intérêts. » Il y avait de ce message-là. Mais les relations sont tellement interpersonnelles, sont tellement pourries entre Pierre Poilievre et ses 3 adversaires que ça peut pas ne pas paraître. Un être humain ne serait pas capable de s'en cacher. Ben, c'est vrai qu'ils ont failli se battre. Hein? D'ailleurs, ces deux-là... J'allais dire, ils ont failli en venir au coup à la Chambre des communes. Ben, je ne sais pas si ça... Mais en tout cas, M. Singh l'avait invité. C'est ça. Puis dans ce contexte-là, hier, ça a fait en sorte qu'il a passé, je pense, beaucoup trop de temps sur M. Poilievre. Il aurait dû en passer davantage à attaquer M. Carney. Hier, les gens du NPD me disaient on a réussi, on pense, à mettre à l'avant-plan le fait qu'on est mieux placé, nous, pour défendre les intérêts des Canadiens face à 2 personnes qui s'en prennent aux ultra-riches. Le fameux terme que M. Singh aime bien ramener sur la campagne, sur le terrain électoral tout le temps. Je ne suis pas convaincu qu'il a réussi à écorcher autant le candidat libéral, M. Carney, qu'il aurait dû ou qu'il aurait souhaité le faire originalement. Il a passé beaucoup, beaucoup de temps sur M. Poilievre. Puis je suis pas certain non plus que les votes qu'il a besoin d'aller récupérer, ils sont tant que ça du côté conservateur. Il a besoin d'aller en chercher du côté libéral davantage. Alors hier, c'était la dernière meilleure chance du NPD, du Bloc québécois et des conservateurs de changer la donne au Québec
Mais pas seulement au Québec. Si Mark Carney avait eu l'air, pendant le débat en français, du chevreuil qui vient de se faire prendre dans les phares d'une voiture, ça aurait fait du chemin et des dégâts à l'extérieur du Québec, dans l'électorat anglophone. Mais cette chance-là, elle est passée. C'est pas la fin de la campagne, même s'il va y avoir des Canadiens en série, mais la dernière meilleure chance de changer la donne pour le reste du Canada, c'est aujourd'hui. Après, on a hâte de voir ça va être quoi la dernière semaine. Dans le cas de M. Singh, je vous prédis qu'il va passer beaucoup de temps en Colombie-Britannique parce qu'il va être à l'heure vraiment de sauver ses meubles et c'est là qu'ils sont. Il faut qu'il sauve les... OK. Donc là, vous nous dites qu'on tourne la page sur hier. Ça ne fera pas bouger les aiguilles. Là, Au Québec, je pense pas, non. On serait étonnés, mais ça se peut qu'on soit tous dans l'erreur. OK. C'est déjà arrivé. Donc, ce soir, les attentes ce soir, Daniel. C'est plus important, je pense, ce soir. C'est plus important. Il y a plus d'enjeux en sens où, on le dit souvent, puis c'est devenu presque un cliché, mais les élections, ça se gagne en Ontario à cause du volume de sièges qui sont dans la région de Toronto, dans la grande ceinture de Toronto. Puis là, les conservateurs et les libéraux ont besoin d'aller chercher de l'électorat. Puis il y a encore des luttes qui sont serrées là-bas. Puis il y a encore des terrains où c'est compliqué. Puis ça, on va tenter de parler à ces gens-là ce soir beaucoup plus, tant du côté de M. Carney que du côté de M. Poilievre, parce que s'il y a encore un chemin vers la victoire pour un ou l'autre, c'est par là que ça va passer. Dans le moment, l'Ontario, c'est avantage Carney. Si ça ne change pas, vous aurez un gouvernement rouge qui soit minoritaire ou majoritaire selon le résultat au Québec. C'est là qu'on est ce matin. OK, concluons sur la commission des débats. Encore beaucoup de textes qui questionnent, critiquent le travail, à quoi ça sert exactement, combien ça coûte. Mon Dieu, pour ce prix-là, est-ce que ça ne devrait pas régler des problèmes aussi simples que regarder le calendrier, choisir une bonne date? Il y a encore beaucoup de textes là-dessus. Bon, choisir une bonne date, c'était assez élémentaire. À ça, il faut ajouter, quand on a des règles, on vérifie qu'elles ont été respectées. On ne prend pas 7 à 9 jours pour découvrir qu'elles ne l'ont pas été, alors que tout le monde s'en est aperçu. Et hier soir... Toute la question des points de presse hier. On vous parle... ça a l'air d'être quelque chose à l'intérieur de la bulle, mais la commission a décidé que Rebel News, qui est un média d'extrême droite, qui se présentait sous menace de poursuite à la commission comme voulant pas un représentant comme tout le monde pour les points de presse, mais 5. Et à la fin, la commission a cédé et ça a donné des points de presse franchement loufoque, où on a donné le micro. Vous avez vu Jack Meeting qui a 2 fois plutôt qu'une dit « Je m'excuse, je réponds pas à vos questions », mais c'était pas des questions. C'était des espèces de discours de droite. C'est un peu dans le style, est-ce que vous pensez pas que les libéraux ne cessent jamais de battre leurs femmes dans ce genre-là? Et ça a beaucoup scandalisé la tribune de la presse parlementaire et ceux qui gravitent autour, dont je suis. Et on en est à se demander si la commission n'est pas capable d'avoir la colonne vertébrale d'imposer les mêmes règles aux partis verts, par exemple, qu'aux autres partis, ou à des organes de presse comme Rebel News. Et là, il y a des courriels qui le montrent, qu'on a dévié aux règles pour arrêter de se faire achaler par Rebel News. Mais s'ils n'ont pas la colonne vertébrale, l'épine dorsale, de tenir tête à ce genre de mouvement-là, il serait mieux de s'enlever du chemin puis de laisser les réseaux gérer les débats eux-mêmes. Comme ça a été le cas dans le passé. Puis c'est vrai que Rebel News avait poursuivi la commission, était allé en cours pour justement obtenir de la place il y a quelques années, il y a quelques débats, puis je pense que ça les a rendus davantage frileux, puis ça a donné ce qu'on a vu hier soir. Explication du directeur général Michel Cormier après le Radio-Journal de 8 heures. Il sera avec nous. C'est lui qui dirige cette commission. Merci à tous les deux. Plaisir. Et bon débat ce soir. Au revoir. Bye-bye.